Notre premier invité est professeur d'économie à Sciences Po. Je vous demande un accueil super forum social pour Lucas Chancel. Bienvenue au forum social. Ils sont sympas, hein? C'est cool, hein? Notre deuxième invité est enseignant-chercheur en économie et je vous demande un accueil super forum social pour Michael Zemmour. Bien, 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 c'est bien, c'est bien. Mais c'est pas fini, il y a encore des sièges vides. Donc notre prochain invité est activiste pour le climat. Un accueil super forum social, s'il vous plaît, pour Camille Etienne. Bienvenue au forum social. Et je vous demande évidemment l'accueil super forum social pour la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Et bien évidemment, il ne peut y avoir de débat sans un animateur pour ce débat. C'est impossible, on est bien d'accord, Stéphane? Donc nous accueillons tout de suite notre camarade journaliste de l'Humanité et on lui fait l'accueil super forum social. Un accueil pour Stéphane Guérard, s'il vous plaît. Merci Olivier. Avec plaisir Stéphane, à toi de jouer. Eh bien on va jouer. Je vais être joueur direct parce que je sens que vous êtes chaud. Et je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative à la rigueur budgétaire et vous devez payer la dette et les déficits. Bon, alors posez ça. On a invité justement les 4 meilleurs contre-attaquants à cette idéologie. On va leur poser des questions. Leur mission, c'est de vous donner le maximum de billes en 1h15 pour que vous partiez gonflés à bloc pour vous mobiliser le 18 contre l'austérité budgétaire et notre nouveau Premier ministre Lecornu. Alors, ils ont accepté la mission. Alors, je vais leur poser la question. La dernière actualité en date, vous l'avez entendu, c'est l'agence de notation Fitch qui a baissé la note financière de la France en disant que bon, elle n'était pas bien solvable et que de toute façon, elle n'avait pas le choix. Il faudrait mettre un gouvernement en place qui puisse faire les réformes que cette agence de notation attend pour qu'on paye les créanciers de la France. Donc la messe est dite, les amis. Est-ce que vous pensez que plus rien n'est possible? On va commencer par Lucas Chancel, qui est économiste et qui bataille contre les inégalités avec ses collègues Thomas Piketty et Gabriel Zucman. Est-ce que la partie est dite? Et est-ce que Fitch a raison et que de toute façon il n'y a pas d'alternative? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Merci Stéphane. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. Alors, bien sûr qu'il y a des alternatives. Et pour comprendre quelles alternatives on a, faut parler du constat. Et en fait, le constat n'est pas le même au gouvernement et celui qu'on peut avoir quand on regarde la situation de manière un peu objective. En réalité, depuis 2017, il y a eu un déficit des finances publiques supplémentaire de 2,5 points de PIB. C'est environ 70 milliards d'euros de déficit en plus. Mais sur la même période, il y a des recettes fiscales en moins de 2,5% du PIB, environ 70 milliards d'euros de recettes fiscales en moins. Donc voilà, on peut commencer sur ce constat de base qui est que le déficit supplémentaire est lié entièrement à une baisse des recettes. Et ça me semble être très important dès qu'on va commencer à penser aux solutions pour
pour sortir de cette crise budgétaire. Alors pour moi, il n'y a pas de crise de la dette. Il y a des enjeux budgétaires, on peut peut-être même parler de crise budgétaire, mais il n'y a pas de crise de la dette. On n'est pas dans une situation comme l'était la Grèce dans les années 2010, ni même l'Italie ou l'Espagne. On est dans une situation qui est sérieuse. Je pense qu'il faut maîtriser les déficits, mais pour le faire, il y a plusieurs options possibles. Et la proposition qui était faite par le gouvernement d'Emmanuel Macron, les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, c'était de dire: notre politique économique va essentiellement se résumer à baisser les impôts des plus riches pour que ça ruisselle, que ça crée de l'emploi, que ça crée de la croissance et qu'on assainisse les comptes publics de cette manière. Le bilan, c'est quoi? C'est qu'on a réduit les impôts, essentiellement, en tout cas de manière disproportionnée sur les plus riches qui sont les premiers bénéficiaires de ces baisses d'impôts. Est-ce que ça a ruisselé? Non. D'ailleurs, si on regarde ce qui se passe depuis 40 ans en France, mais aussi dans le reste du monde, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit que le ruissellement, ça ne marche pas. En tout cas, si ça marche vers le haut, ça ruisselle vers le haut. Depuis 2010 en France, les 500 plus grandes fortunes ont vu leur patrimoine passer de 200 milliards à 1200 milliards, de 6% du PIB à 42% du PIB. Et donc, les discours consistant à dire, eh bien, pour résorber ce déficit, il faut couper dans les dépenses publiques. Il faut aller taxer les personnes qui sont malades en demandant une hausse de la franchise sur les médicaments. On va aller ponctionner chez les personnes handicapées. On va aller taper les travailleurs avec les 2 jours fériés qui ne seraient pas payés. Tout ça en évacuant le constat de base qui est qu'on a 70 milliards de recettes en moins, ça semble assez absurde. Et donc la solution, c'est évidemment de retrouver ces recettes perdues et de réinvestir dans des pans de l'économie qui ont été complètement sous-estimés depuis 8 ans, mais aussi plus largement depuis une vingtaine d'années. L'éducation, la santé, mais aussi les infrastructures, et notamment la transition écologique. Et en faisant ça, en fait, on aura un réel projet macroéconomique pour la France qui permettra en partie de combler ces déficits et surtout de créer de l'emploi et surtout de créer un projet de société qui est clair et qui nous permet de nous projeter dans l'avenir. Merci. Il y a plein de tiroirs que vous avez donnés, donc on va revenir sur ces questions-là. Mais je reviens à mon histoire de Fitch. Michaël Zemmour, vous qui avez bataillé et que je suppose que tout le monde ici se souvient de la bataille que vous avez menée pendant la réforme des retraites de 2023 sur les plateaux télé à casser tous les arguments de Borne et compagnie. Quand même, la protection sociale, ça coûte un pognon de dingue. Est-ce qu'il ne faut pas un peu rogner là-dedans pour donner des sous à nos services publics, par exemple? Bonjour à toutes et tous, merci de la question. Le point commun entre la situation qu'on vit actuellement, il y a effectivement une situation budgétaire difficile, une situation politique difficile et peut-être la situation de la réforme des retraites. C'est que les défis auxquels on fait face, c'est pas simplement d'additionner des chiffres, c'est aussi de trouver une politique sociale, une politique économique qui reçoivent du soutien, qui constitue un projet collectif dans lequel on puisse se reconnaître. Et ce qui était frappant avec la réforme des retraites, mais c'est aussi frappant avec le projet de Bugeret du précédent Premier ministre, c'est que c'est une politique qu'on connaît, mais qui avait plus de soutien, qui avait l'opinion publique, la majorité du Parlement, les organisations syndicales contre lui. Et sur le budget, c'est la même histoire. Et donc, moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Lucas. La situation économique, elle n'est pas très bonne. Les marges de manœuvre qu'on avait, elles ont été en partie grillées par les baisses d'impôts. Il y a un déficit à réduire, mais en même temps, on a des défis à relever. Le défi d'avoir une école qui tient sur ses 2 jambes et dans laquelle on a confiance, et dans laquelle les enseignants candidatent pour y enseigner, par exemple, d'engager tout de suite la transition écologique. Et effectivement, on a des questions sur le système de protection sociale.
Et là encore, alors on pourrait parler des retraites, mais c'est vrai aussi pour la santé. Tout n'est pas possible, évidemment, mais fondamentalement, il y a des questions de choix politiques. Est-ce que, pour les retraites, on choisit de cotiser un peu plus, les employeurs et les salariés, pour maintenir un âge légal de départ de la retraite à 62, 60 ans, dit la CGT. Moi, je pense que 62, c'est la prochaine marche la plus atteignable, en tout cas. Donc, est-ce qu'on choisit collectivement de faire ça ? Pour la protection sociale, est-ce qu'on dérembourse la prise en charge des soins en disant à chacune et à chacun, si tu as les moyens, tu iras payer de ta poche une assurance privée, souvent plus chère, toujours plus inégalitaire, ou alors est-ce que collectivement on dit, face à des besoins de santé qui augmentent, on va organiser notre système de soins, mais aussi organiser des recettes pour pas dénaturer notre système de santé. Et ça, c'est pas simplement les invités de la fête de l'UMA qui le disent. Vous avez le Haut Conseil au financement de la protection sociale qui a rendu un rapport au mois de juillet et qui dit littéralement, il y a peut-être des mesures d'économie à droite à gauche sur les dépenses de santé, mais si on ne veut pas dénaturer notre système d'assurance sociale, il faut prévoir pour l'avenir des recettes supplémentaires. Et donc, je pense que c'est ça le défi qu'on a face à nous. Il y a d'autres défis en protection sociale. Il y a la question de la dépendance, il y a la question de la prise en charge des études, il y a la question de retrouver une assurance chômage qui ne soit pas simplement des recettes de poche pour boucler le déficit, mais qui sécurise véritablement les transitions d'un emploi à l'autre. Et sur toutes ces questions-là, la question, elle est à la fois de trouver des recettes, à la fois de se redonner un projet collectif, mais aussi de répondre finalement aux aspirations collectives des salariés et de la population, et de ne pas avoir une politique économique qui soit décidée, c'est pas trop où, et qui soit orthogonale aux attentes politiques. D'accord. Bon. Alors, je vais essayer la même question avec Camille Etienne pour voir si j'arrive à l'accrocher. Fitch dit il n'y a plus de sous. La transition écologique, ça coûte là aussi un pognon de dingue. Est-ce qu'il faut en rabattre? Est-ce qu'il ne faut pas en rabattre et privilégier la croissance à tout prix parce qu'on a besoin de produire pour payer notre système social? Qu'en pensez-vous? Ok, Thatcher. Non, je dirais que c'est extrêmement simple, en fait. C'est-à-dire que, quelque part, c'est se dire à quel point le coût de l'inaction est encore plus grand. Et si on veut réfléchir d'un point de vue purement académique, avec une économie libérale classique, on se rend compte que le coût de l'inaction est immense. Simplement, en prenant le seul tiroir du coût de la santé. Je vous ai regardé les derniers chiffres à jour, là, on pourra en parler longtemps parce que c'est un sujet qui me fascine, mais rien que, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé essaie de chiffrer à combien nous coûtait un peu pour le système de santé, notamment en France, les maladies liées à la pollution de l'air. Et donc on se rend compte que les maladies liées à la pollution de l'air, on est à peu près, si on prenait vraiment la question de la qualité de l'air à bras-le-corps, on pourrait faire 9,6 milliards d'économies par an. J'ai beaucoup travaillé sur la question de la pollution chimique, notamment les polluants éternels, les PFAS. Il faut se dire que c'est vraiment plusieurs milliards d'euros par an qui sont dépensés par l'État, par nous, parce qu'on décide sciemment de continuer une pollution qui rend malade les gens. Donc en fait, juste si on regarde d'un point de vue de la santé publique, on a un intérêt à l'action plutôt qu'à l'inaction, rationnellement. Ensuite, quand on pense un tout petit peu plus long terme, on peut se dire aussi que l'outil de production est, par essence, dépend de la nature. C'est-à-dire que prendre en compte la question environnementale, c'est pas juste par amour des dauphins et des ours blancs, bien que je pense personnellement que ça suffirait, mais en soi, on est en train d'autodétruire, ou on laisse plutôt une petite partie de la population, ça c'est mon avis, autodétruire notre outil de production. Pour continuer dans le seul exemple de la santé, mais c'est le cas pour absolument l'intégralité des industries, la santé, toutes les innovations qui ont été faites, tous les nouveaux médicaments, tous les nouveaux brevets qui sortent, viennent de la recherche qui est faite dans la forêt amazonienne, qui est faite dans les fonds marins qu'on détruit avant même d'avoir découvert. La maladie d'Alzheimer, par exemple, quand vous regardez les derniers papiers qui sont sortis sur les possibles solutions, les possibles médicaments pour s'en sortir, viennent des fonds marins, viennent des abysses. Alors que dans le même temps, on est en train d'ouvrir la voie pour l'exploitation des fonds marins et donc de condamner une bibliothèque de connaissances et donc une bibliothèque de médicaments avant même de l'avoir connue. Donc je dirais que si on pense seulement même à travers leur prisme
d'une économie libérale, c'est proprement absurde de condamner ces bibliothèques-là et ces outils de production qui dépendent des choix qu'on va faire dans l'environnement. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas d'alternative, je pense même qu'il n'y a pas d'alternative à l'action climatique d'un point de vue économique. C'est du suicide de ne pas le faire. D'accord. Bon. Alors, puisque vous ne voulez pas faire d'efforts, je vais demander à Sophie Binet. Sophie, la démographie fait qu'il y aura moins de travailleurs pour payer notre système de protection sociale. Il y aura moins de cotisations. Donc, est-ce qu'il ne faut pas qu'ils fassent eux aussi des efforts pour redresser nos finances publiques ? Ok, ben le patronat doit sortir. Je vois que on n'avait pas invité le patronat à débattre là ce soir, mais qu'il est quand même présent ici. Je me fais l'avocat du diable. Voilà, je le note. Donc la question démographique, oui, on a bien compris qu'il y avait eu le baby boom et donc le papy boom. D'abord, le papy boom, il est quasiment passé. On a passé le gros du papy boom. Donc le défi démographique à venir, il n'est pas si important que ça. Et puis surtout, si les retraites, elles ne sont pas payées collectivement par les retraites par répartition, de toute manière, il y a forcément quelqu'un qui va les payer, c'est-à-dire nous individuellement par capitalisation. Et c'est ça leur stratégie en fait. Pourquoi est-ce qu'ils veulent s'attaquer à notre système de retraite par répartition? Pour ouvrir un nouveau marché pour la capitalisation, les fonds de pension, les assureurs, les banquiers, puisqu'ils savent que les travailleurs et les travailleuses, de toute manière, auront besoin d'une retraite et que si c'est pas qu'on cotise collectivement, on épargnera individuellement pour tenter de se garantir une retraite pour l'avenir. Je dis tenter parce que le problème de la capitalisation, comme vous le savez toutes et tous ici, c'est que rien n'est garanti, c'est jouer sa retraite à la roulette russe. Et donc, les différentes réformes des retraites, elles sont toujours, il faut dire, dans tout le discours sur il faut remplacer la répartition par la capitalisation. La capitalisation, ça coûte plus cher que la répartition. Aujourd'hui, ça coûte beaucoup aux finances publiques parce qu'il y a des niches fiscales. Ça coûte plusieurs milliards par an, la capitalisation, parce qu'il y a des niches fiscales liées à la capitalisation. Et donc, la capitalisation, en fait, c'est un marché, il faut le dire. C'est pourquoi est-ce qu'ils veulent le pousser? Pour ouvrir un marché pour les assureurs et les banquiers. Donc, ce n'est pas une question d'économie derrière, c'est qui paye pour qui. Et pourquoi est-ce que fondamentalement la répartition les dérange? Parce que la répartition, c'est magique en fait. Il n'y a pas de spéculation. C'est l'argent des actifs qui immédiatement va payer l'argent des retraites et entre-temps, il n'y a pas de phase spéculative. Et donc, ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'avec la répartition, il y a 250 milliards, je parle sous le contrôle de Mickaël, qui sont socialisés chaque année, 250 milliards qui échappent à la spéculation et au marché. Et ça, c'est un gâteau sur lequel ils veulent mettre la main. C'est ce qu'il faut empêcher. Et donc, c'est pour ça que la répartition, en fait, c'est une question de choix collectif. Et nous, ce que nous disons à la CGT, c'est que nous voulons cotiser plus pour socialiser plus. Contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire en nous faisant croire qu'il faudrait baisser le salaire brut pour augmenter le salaire net. Mais le salaire brut, c'est notre salaire. C'est notre salaire pour la vie, c'est-à-dire le chômage et la retraite. Et donc, on nous fait croire, là maintenant, c'est les théories à la mode, parce qu'il y a un certain nombre de patrons qui ont compris, par exemple, un certain Antoine Fouché, avec qui j'ai débattu il y a 48 heures, qui explique, oui, c'est terrible, les travailleurs et travailleuses sont déclassés, le travail ne paye plus, etc., etc. Ah oui, ça c'est vrai, on est bien d'accord. Les salaires n'ont pas retrouvé leur niveau de 2020, ça, voilà. Mais par contre, on ne va pas nous la faire à l'envers et nous dire que pour augmenter nos salaires, il faudrait baisser les cotisations. Mais les cotisations, c'est à nous, c'est notre argent. Donc il faut augmenter les salaires et prendre au capital. Je rebondis. Michel-Édouard Leclerc, qui était en débat avec Fabien Roussel hier, avait une idée. Il disait, il faut rapprocher, pour que les gens aient plus de rémunération, il faut rapprocher le salaire net du salaire brut, c'est-à-dire enlever les cotisations finalement et faire cotiser alors les revenus du numérique ou de la finance. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais en fait, c'est le nouveau truc du patronat. Comme ils ont compris que la colère salariale, elle était énorme, parce que aujourd'hui, c'est quand même un scandale. En France, on ne vit plus de son travail, on vit mieux de sa rente que de son travail. Et donc, la stratégie de diversion, c'est nous prendre d'un côté ce que, soi-disant, ils nous redonneraient de l'autre. Les cotisations, c'est à nous. Donc, ils vont baisser
nos droits sociaux, nos droits à chômage, nos droits à retraite pour soi-disant augmenter notre salaire net. Mais ça, c'est le retour au 19e siècle, quand justement le salaire, c'était uniquement le salaire pour vivre chaque jour et qu'il n'y avait pas un salaire pour vivre pour la vie. Donc évidemment qu'on ne va pas se faire enfumer comme des bleus quand même. Et qu'est-ce que... Alors c'est... bon, on a fait un petit premier tour de parole. Les questions maintenant sont ouvertes. Qu'est-ce que vous pensez tous des 211 milliards d'euros d'aide aux entreprises, d'aide publique aux entreprises? Là, il y a eu un rapport sénatorial qui a été rendu. Est-ce qu'il y aurait à puiser là-dedans pour abonder le budget de la France? Je voulais rebondir là-dessus. Donc effectivement, il y a eu plein de recensements sur les aides aux entreprises. Il y a eu un rapport sénatorial de 111 milliards. Il y a eu aussi des rapports, je crois, commandés par la CGT sur les aides aux entreprises, faits par des chercheurs de l'Université de Lille. Et en fait, les milliards s'accumulent. Et pour bien comprendre ce que ça veut dire, ces 211 milliards, il ne faut pas s'imaginer un coffre-fort ou une tirelire cochon dans laquelle on pourrait puiser 211 milliards et les récupérer directement. C'est simplement... Ça témoigne d'une politique qui a maintenant une trentaine d'années. Plutôt que d'avoir une stratégie économique, de développement, y compris une stratégie pour l'industrie, une stratégie pour l'emploi, on a accumulé les aides aux entreprises. On met un premier dispositif, tiens, les exonérations de cotisations employeurs, puis on en met un deuxième, puis on rajoute le CICE, puis on rajoute le crédit d'impôt recherche. Et donc c'est une politique qui est coûteuse, parce qu'on met en place une aide qu'on repaye chaque année, qui ne change pas fondamentalement la santé de l'économie, qui n'a pas vraiment de stratégie, et qui, avec le temps, vide les caisses. Et notamment, c'est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, on a des tensions importantes sur l'école ou sur l'hôpital, parce que les caisses de l'État servent en partie à financer ces aides aux entreprises. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, comment on revient dessus ? Je pense franchement que c'était, pour la plupart, pas toutes, mais une grande partie de ces aides, c'était vraiment de l'argent dépensé sans précaution. On ne balance pas 10 ou 20 milliards de CICE en se disant ça va peut-être marcher, sans se demander une seule seconde quel effet bénéfique on va en tirer. On ne balance pas des baisses d'impôts de production comme c'est arrivé récemment, du crédit impôt recherche en disant ah, c'est bien la recherche, tiens, crédit d'impôt, hop, 7 milliards. Donc c'était pas prudent de faire ça. Maintenant, en même temps, je ne pense pas qu'on puisse les retirer toutes d'un coup. C'est pas possible parce que les entreprises s'y sont accoutumées. Elles sont dépendantes de ces aides. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'on ne peut rien faire. Et c'est là où les budgets qui ont été présentés étaient caricaturaux, c'est qu'ils évacuent ça d'un revers de main. En réalité, quand on a la liste des 200 milliards, on a une super liste d'aides aux entreprises qu'on peut regarder une par une et se demander la première année combien de milliards on peut récupérer. Puis la seconde, puis la troisième. Et on a des pages et des pages d'études économiques qui nous donnent les meilleurs suspects par où commencer. Par exemple, sur les exonérations de cotisations sociales, on pourrait les geler en euros. On dit hop, ça bouge plus. Et la première année, on en récupère 4 milliards. Puis l'année suivante, 4 milliards. Puis l'année suivante, encore 4 milliards. Le crédit impôt recherche, on sait où couper. On peut en couper au moins la moitié sans avoir le moindre effet sur la recherche, etc., etc. Et donc, maintenant, on a le panorama, on a le mode d'emploi. Et dans une situation budgétaire extrêmement difficile, c'est ça la bonne question, c'est quelles sont finalement les recettes assez faciles, les quelques milliards, 4 milliards par-ci, 4 milliards par-là, qu'on peut remobiliser dès 2026, mais aussi les années suivantes, pour réduire le déficit sans ralentir l'économie, parce que ça aurait des effets très faibles sur le ralentissement d'économie, tout en ménageant des marges de manœuvre pour les besoins qui sont importants pour l'avenir, la transition écologique et l'école. Conditionner les aides, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, Camille Etienne ? J'espère pas qu'à moi. Non, mais la question, c'est de se dire à qui profitent ces aides, rationnellement. Est-ce qu'elles vont profiter à la société ? Est-ce qu'on va se dire, et nous servent à produire des choses dont on a vraiment besoin ? Et merci de nous aider. Hein. On avait vraiment besoin de produire, par exemple, des polluants éternels qui sont responsables de maladies d'Alzheimer, d'infertilité, de cancer pédiatrique et de maladies de Parkinson. Est-ce que ça profite à la société ? Je n'ai pas l'impression que ce soit nécessairement le cas. Est-ce que ça va profiter aux travailleurs et aux travailleuses ? Eh bien, quand on va parler, et c'est le cas aux travailleurs par exemple de Tefal,
ils vont quand même vous raconter qu'ils sont en première ligne des cancers et que des tests ont été faits par cette même entreprise pour tester le sang, pour savoir à quel niveau ils étaient pollués dans leur corps. Et en fait, ces résultats n'ont jamais été donnés aux travailleurs et aux travailleuses. Donc c'est-à-dire qu'on envoie de la chair à canon. On en est au point où on est arrivé, où on fait des travailleurs et des travailleuses de la chair à canon et un outil de com. En fait, ça devient, moi, je pense, ce qui met le plus en colère là, de ce dernier gouvernement, c'est vraiment ça, c'est le cynisme avec lequel ils ont réussi à nous utiliser, à utiliser les gens qui sont en première ligne des merdes qu'ils nous donnent, et à en faire un argument pour ne pas avancer. C'est-à-dire que c'est un double cynisme. Et enfin, quand on se rend compte que ça ne sert pas ni aux générations futures, ni aux travailleurs et aux travailleuses présents, ni à la société dans son ensemble, eh ben, il va rester les dividendes. Et donc on peut se poser la question, dans un monde où nos chers économistes nous l'ont rappelé, dans un monde où en fait ceux qui détiennent l'entreprise, a priori ça va pour eux de mieux en mieux, quand pour nous globalement ça va de moins en moins bien, est-ce que vraiment on a envie que l'argent de l'État, c'est-à-dire le nôtre, continue d'aller dans leur poche? Donc moi en tout cas c'est pas mon cas, et c'est pour ça que je pense vraiment qu'il va falloir commencer très sérieusement à demander, ou en tout cas à contraindre les milliardaires à mettre la main à la poche pour participer à l'effort de guerre climatique, parce que sinon on va s'autodétruire sans crier gare. Et je suis pas sûre que ce soit très stratégique dans un moment où il y a quelques semaines on a quand même une étude qui est sortie en disant que ça y est, les 1,5 degrés, l'accord de Paris, cette idée comme ça qu'on allait pouvoir contenir l'urgence climatique, c'est officiellement foutu, c'est-à-dire qu'on a officiellement dépassé la possibilité de respecter les accords de Paris. On a dépassé 6 limites planétaires sur 9. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas encore une fois une lubie comme ça d'académiciens, ça veut vraiment dire qu'on sort d'une zone de sûreté pour l'humanité. Je répète, on est en train de sortir d'une zone de sûreté pour l'humanité. Et on est en train de se dire que donner des subventions aux entreprises qui sont en train d'accélérer cette fuite de la zone de sûreté pour notre humanité, c'est rationnel? Moi, je trouve ça proprement absurde, plutôt. Bon. Mais Lucas Chancel, il y a quand même cette question de compétitivité des entreprises. Est-ce que si on commence à toucher à toutes ces aides publiques, on ne fragilise pas nos entreprises? Je vais revenir sur ce point. Je me permets de revenir un tout petit peu en arrière sur le retour au 19e siècle dont parlait Sophie, qui nous est proposé par une partie du patronat. Sur la question des prélèvements obligatoires, des contributions sociales, je voulais quand même dire que dans le débat public, il y a un totem qui serait intouchable et indépassable, c'est l'idée qu'on aurait atteint le maximum possible et imaginable du taux de prélèvement obligatoire, et qu'on ne pourrait que rester à ce niveau-là ou le baisser. Et si possible, il faudrait le baisser. Parce que ça serait mauvais, justement, pour la compétitivité, pour nos entreprises, pour notre capacité à innover, et ceci et cela. En fait, si on se compare au 19e siècle, justement, ce qu'on voit, c'est que le sens de l'histoire et de la modernité politique et économique, c'est une hausse de ce taux de prélèvement obligatoire. Il y a 100 ans, le taux de prélèvement obligatoire rapporté au PIB était de l'ordre de 10%. Essentiellement, on finançait la police, l'armée, la justice, les fonctions régaliennes. Ce qui s'est passé au XXe siècle, grâce aux luttes sociales, grâce aux luttes syndicales, grâce aux mouvements sociaux et socialistes, c'est quoi? C'est qu'il y a une progression de la part de l'économie qui est socialisée, à travers les retraites, à travers l'assurance chômage, à travers les prélèvements obligatoires, pour arriver aujourd'hui à environ 50% par rapport au PIB. On passe de 10% il y a 100 ans à 50% aujourd'hui. Sauf qu'on stagne depuis une trentaine d'années. Et le projet de certains, en démocratie, ils ont le droit d'avoir ce projet-là. Et une partie de la population a le droit de vouloir réduire cette part. Sauf qu'une autre partie de la population, et il me semble qu'elle est plus importante encore, a le droit de dire, mais en fait, nous, on veut continuer cette progression. Parce que c'est le sens de l'histoire et parce qu'il y a de nouveaux risques à socialiser. Il y a de nouveaux besoins. Il y a la transition écologique, il y a la dépendance, il y a l'école qui est sous-financée et il y a la santé qui est sous-financée.
comment est-ce que dans ce contexte-là, on peut dire, en fait, on va rester au même niveau, voire on va réduire les prélèvements obligatoires. Ça me semble totalement impossible. Donc par conséquent, je pense qu'il faut se réapproprier ce débat sur le taux de prélèvement obligatoire et assumer le fait de dire qu'il va devoir augmenter pour faire face à ces nouveaux besoins. Et pour se dire que ces nouveaux besoins, on va les gérer collectivement. On ne va pas les gérer de manière privatisée dans un monde où ceux qui ont le plus de moyens vont avoir le plus de capacité à répondre à ces problèmes. Et ceux qui ont peu de moyens, voire pas de moyens, n'auront pas de capacité à répondre à ces problèmes. Donc pour revenir sur la question de la compétitivité et des 200 milliards, moi je pense qu'il faut que l'État investisse dans l'économie. Moi je pense qu'il faut qu'il y ait des subventions, notamment pour la transition écologique. Et que l'État doit subventionner une partie des entreprises de ce pays. Mais à condition que ces subventions soient associées à des objectifs très clairs, précis, chiffrés, voire dans certains cas que l'État fasse des prises de participation. Et là, c'est une autre manière de socialiser l'économie. On l'a fait au cours des décennies passées. On peut continuer à le faire. Mais donc voilà, derrière, il y a un projet et derrière, il y a le fait de repenser cette question, ce tabou du taux global de prélèvement obligatoire dans l'économie. Je vous voyais acquiescer, Michaël Zemmour, vous applaudissez. Est-ce que vous voulez abonder par rapport à votre logiciel de la sécurité sociale, la protection sociale? Je suis extrêmement d'accord avec ce que disait Lucas à l'instant. On a un avenir qu'on sait incertain, dans lequel on peut prendre un peu de recul. Depuis les années 1945, effectivement, la protection sociale, les services publics se sont développés, mais aussi, il y avait une promesse qui était la promesse qui était tenue par la croissance, la fameuse croissance. Et en gros, on se disait, demain on ira mieux parce qu'on sera plus riche. Et c'est effectivement ce qui s'est produit pendant un temps. Et depuis 2008, on n'a plus vraiment de croissance en réalité. Les revenus stagnent, et pour l'avenir, on espère qu'on va trouver des moyens de production plus propres, qu'on va pouvoir produire de meilleure qualité, mais l'idée qu'on va retrouver la martingale, c'est-à-dire une croissance très élevée qui fasse bondir les richesses, elle n'est pas sûre. Donc on sait qu'on va avoir un avenir difficile. Et dans cet avenir difficile, on a des besoins qui vont augmenter. Ce dont parlait Lucas, des besoins de se soigner, des besoins de retraite, des besoins d'éducation, envoyer ses gamins dans l'enseignement supérieur. Et donc là, il y a vraiment, aujourd'hui on est dans une société qui hésite et il y a deux stratégies, et c'est ce que disait Sophie Binet tout à l'heure. Il y a une stratégie plutôt libérale qui est de dire, bon il n'y a plus beaucoup de moyens, donc on va faire un truc, on va définancer les protections collectives pour distribuer un peu des miettes de cash. Et on va faire miroiter du pouvoir d'achat en définançant les protections collectives. Mais une fois qu'on aura fait ça, on aura montré peut-être quelques euros de plus, mais derrière, une santé qui est plus garantie, mais derrière, un temps à attendre la retraite alors qu'on n'est déjà plus en emploi, mais derrière, se demander est-ce qu'on a les moyens d'envoyer ses gamins soit à l'école privée, soit dans l'enseignement supérieur. Et la stratégie alternative, c'est de se dire dans un monde qui est plus incertain et où en plus on ne va pas s'enrichir énormément au cours de la vie, on a besoin de se donner collectivement des garanties pour des choses qui sont sûres. On sera bien soigné. On a une retraite garantie à un âge où on peut prendre sa retraite en bonne santé. On a un enseignement public supérieur de qualité. Les dépenses liées à la transition écologique sont prises en charge. Et si on veut faire ça, c'est exactement ce que disait Lucas à l'instant, alors il va falloir reprendre le chemin de la socialisation. Il va falloir remettre collectivement des moyens dedans, à la fois nous toutes et nous tous, parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait, et en même temps, il faut que les grandes entreprises qui échappent à l'impôt reviennent dans la démocratie commune, qu'elles arrêtent d'évader leurs profits, et évidemment que les plus riches payent leur part. Et donc, effectivement, on est dans une période d'hésitation, on a un monde incertain, et on a d'un côté ceux qui veulent définancer les protections collectives, et de l'autre, une alternative qui me paraît possible, collectivement, se donner des garanties et des sécurités, à la fois en termes de protection sociale et de services publics. Mais est-ce que c'est un un message qui est facilement audible pour les gens? C'est-à-dire, vous, par exemple, pour mieux financer les caisses de retraite, vous appelez à augmenter un tout petit peu les cotisations, y compris les cotisations sur les salariales. Est-ce que c'est un message entendable aujourd'hui?
J'en sais rien, il faudrait demander ici, mais la CGT, il n'y a pas très longtemps, avait commandé un sondage, et moi, les résultats m'ont pas du tout étonné, parce que c'est ce qu'on voit dans plein d'études. Et vous demandiez littéralement, est-ce que vous êtes prêt à cotiser un peu plus pour revenir sur la réforme des retraites de 2023 ? Et j'ai plus le chiffre en tête, mais la réponse était très très majoritaire, je sais plus, massivement, les gens disent à tout prendre, on est prêt à se payer notre retraite, parce qu'on s'est toujours faite, pour garder un droit à partir à la retraite et revenir sur une réforme qu'on n'a pas demandée. Et c'est là où il y a vraiment une crise politique dans notre pays, c'est que typiquement sur la question des retraites, imposer un recul finalement des droits, alors même qu'il y a un choix entre financer davantage un système qui en a besoin et faire reculer les droits, et que très majoritairement la population préfère financer davantage, bah là il y a un problème de retour démocratique et de démocratie sociale. Et Sophie Binet, est-ce que vous allez dire à Sébastien Lecornu lundi, vous allez dire il faut socialiser encore plus ? Bah, évidemment, enfin, je vais lui dire beaucoup de choses, mais je voulais juste rebondir parce que bon, là, on est, enfin, comment dire, on va pas perdre de temps à se dire tout ce qu'on va dire comme point catastrophique à Lecornu. Moi, j'ai plutôt envie qu'on prenne du temps pour réfléchir sur ce qu'on veut construire et comment on veut écrire et prendre la main sur notre avenir ensemble. Parce que finalement, je trouve que ce qui est très fort là dans le premier début de l'échange, c'est que on voit que ce musée des horreurs que Bayrou nous avait construit et cette politique que Macron déroule depuis 8 ans, en fait, c'est une politique qui nous mène dans le mur à grande vitesse. Et à chaque fois qu'on lui dit il faut bifurquer, il accélère. Et donc nous, on veut imposer la bifurcation et on veut reprendre en main les choses. Et le slogan, c'est l'avenir. C'est on veut un budget pour notre avenir collectif, pour répondre aux défis environnementaux, aux besoins de services publics, aux besoins de protection sociale. Et sur la question sur la cotisation sociale, en fait, ce qu'ils ont essayé de faire pour justement baisser, au service de leur idéologie, pour baisser le niveau de prélèvement obligatoire et le niveau de socialisation, c'est d'organiser le ras-le-bol fiscal. Il y a trop d'impôts, etc. Et comment ils ont fait ça ? Ils ont fabriqué l'assistanat. C'est toujours les mêmes qui payent pour les autres. Par exemple, là, il y a une dernière dérivée qui est arrivée dans sa dérive raciste, c'est le « c'est Nicolas qui paye ». Le « c'est Nicolas qui paye », qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en fait, c'est Nicolas qui paye, sous-entendu pour Mohamed, par exemple. Sauf que la vérité, c'est quoi ? C'est que le problème, c'est que c'est Nicolas, Mohamed et Fatimata qui payent pour Bernard Arnault et Vincent Bolloré. Le problème est là. Et donc, comment est-ce qu'on combat ce discours sur l'assistanat, le ras-le-bol fiscal ? Nous, évidemment, on est pour l'impôt, mais on est aussi pour la cotisation. Et la force de la cotisation, c'est que ça crée des droits. Je cotise plus, donc j'ai plus de droits. C'est de la solidarité, mais on se défend mieux ensemble en se protégeant mieux chacune et chacun. Et c'est ça la différence fondamentale. Ils ont réussi à organiser un ras-le-bol fiscal quand même, malheureusement, c'est un problème. Mais il n'y a pas de ras-le-bol des cotisations sociales. C'est malgré tout le patronat sur le trop de charges, blablabla. Oui, ça c'est effectivement les patrons, ils n'en peuvent plus, ils veulent plus payer de salaire. Et moins ils payent de salaire, mieux ils se portent. Mais par contre, il n'y a aucun, enfin vous le direz, hein, mais moi j'ai rencontré aucun salarié qui disait on paye trop de cotisations. Non, parce qu'on sait que les cotisations, c'est nos droits. Et c'est ça qu'il faut expliquer et reprendre la bataille idéologique là-dessus. Et mener aussi la bataille sur l'impôt. Pourquoi est-ce qu'on veut plus d'impôts, mais aussi des impôts plus justes ? Parce que ce que cache le débat sur le niveau record de prélèvement obligatoire, ce qu'il faut aussi dire, c'est oui, mais qui paye ? Niveau record de prélèvement obligatoire sur quelques-uns, c'est-à-dire les classes moyennes au sens large, qui ne peuvent pas échapper à l'impôt. Les ultra-riches, les patrimoines, les entreprises du CAC 40, etc. ne payent pas. Donc le problème, c'est que l'assiette fiscale, elle est trop réduite et que les plus riches y échappent. Donc, et ceux qui, à longueur d'antenne, nous disent il y a trop de prélèvements obligatoires, blablabla, c'est justement ceux qui ne payent rien. Donc il faut arrêter de se moquer du monde là-dessus. Alors, il y a une autre, dans le débat public, là, on a quand même marqué des points. Il y a une taxe Zuckman qui plane sur les ultra-riches. Est-ce que, Lucas Chancel, est-ce qu'on peut utiliser ce moment de difficulté budgétaire pour dire qu'il faut une nouvelle répartition des richesses ?
En tout cas, c'est ce que veulent les Français. Dans tous les sondages d'opinion depuis 2017 et dans les sondages récents, il y a 3/4 de la population, grosso modo, qui est pour une plus forte imposition des grandes fortunes. Pourquoi ? Parce que depuis une quinzaine d'années, maintenant on a bien compris, on a bien documenté le fait qu'il y a un énorme trou au sommet de la raquette. C'est ce que disait Sophie à l'instant. Le taux d'impôt de l'essentiel de la population, impôts, cotisations sociales, tout confondu, rapporté aux revenus des gens, est de l'ordre de 50%. Mais quand on regarde les plus grandes fortunes, les milliardaires ou les centimillionnaires, ce taux baisse à 25%. Donc il y a une injustice fiscale qui est considérable, qui est énorme. Et quand je parlais tout à l'heure de la hausse des 500 plus grandes fortunes en France, de 200 milliards à plus de 1000 milliards, aujourd'hui, en fait, c'est assez simple de faire le calcul de l'assiette fiscale, c'est-à-dire de combien on pourrait avoir de recettes supplémentaires, avec un taux de 2% sur ces patrimoines. 2% de 1000 milliards, ça fait 20 milliards. Et tous ceux qui vous diront « Non, mais en fait, on ne peut pas récupérer 20 milliards sur ces 1000 milliards », soit ils ne font pas bien le calcul, soit ils prévoient d'organiser l'évasion ou l'optimisation fiscale de ces multimillionnaires ou de ces milliardaires. Donc la taxe Zuckman, c'est quoi ? C'est de dire la Constitution française est très claire, dans son préambule, elle renvoie à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que chacun doit contribuer à la charge publique, aux impôts, selon ses moyens. Et les travaux depuis une dizaine ou une quinzaine d'années nous ont désormais bien montré que ce n'est pas le cas et qu'il y a une injustice fiscale qui est énorme. Comme le disait Sophie tout à l'heure, finalement, c'est pas au milieu, c'est pas entre le milieu de la distribution des revenus ou entre les classes moyennes et les plus pauvres. Ça, c'est ce qu'essayent d'organiser les libéraux ou l'extrême droite. Le problème fondamental de l'injustice fiscale, il est entre l'essentiel de la population et les 0,1 ou 0,01% les plus riches. Donc il faut d'abord commencer par régler ce problème-là. Ensuite, on pourra continuer à réfléchir à est-ce qu'on veut collectivement payer plus d'impôts, d'autres impôts, quels impôts. Mais il faut absolument commencer par régler ce problème en haut. Et c'est ça la proposition de la taxe Zuckman, 2% d'impôts minimum rapportés au patrimoine pour les 1500 foyers fiscaux les plus riches, ceux qui possèdent plus de 100 millions d'euros de patrimoine net. La bonne nouvelle, c'est que cette mesure est ultra-majoritaire dans l'opinion, mais c'est aussi que cette mesure est ultra-majoritaire, ou en tout cas majoritaire, au Parlement, puisqu'elle a été votée à l'Assemblée nationale en février. Elle va passer au Sénat, elle passe au Sénat, elle n'a pas été acceptée au Sénat, elle va revenir à l'Assemblée nationale, mais ici on a une mesure de justice fiscale, donc la question c'était est-ce que c'est le moment de s'emparer de cette mesure ? Oui, c'est le moment. Les Français s'en sont déjà emparés, les parlementaires aussi. Maintenant, il faut avancer et il faut la mettre en œuvre le plus vite possible parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas avancer sur les autres questions de faire des efforts, de qu'est-ce qu'on va faire pour réduire le déficit si on ne règle pas cette question d'injustice fondamentale chez les très riches, parmi les très riches. Mais un rapport du CAE dit effectivement les riches ne vont pas fuir si on leur met une taxe comme celle-là. En revanche, ils ont tous les moyens pour mettre en place un nouvel évitement fiscal avec leurs conseillers financiers. Comment on répond à ça ? Alors, déjà, le point numéro 1 de cette étude, c'est quand même de dire que l'argument qui était mis en avant pour discréditer ce type de mesure, qui était de dire mais attention, ils vont tous partir et donc l'économie va s'effondrer. Cet argument, selon toutes les études récentes, faites sur la base de mesures qui se rapprochent à ce dont on parle ici dans d'autres pays et en France, montrent que l'exil est une possibilité, mais il est très très faible. C'est-à-dire que la hausse du taux d'un point de cotisation chez les plus hauts patrimoines augmente le risque d'exil de l'ordre de 0,03%. Donc c'est vraiment l'épaisseur du trait. Donc le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est effectivement l'optimisation ou l'évasion fiscale. Et justement, cette mesure de 2% d'impôt minimum par rapport à votre patrimoine, elle est pensée pour éviter ça. Pourquoi ?
L'une des stratégies les plus utilisées par les très riches pour éviter de payer l'impôt au cours des dernières décennies, c'est de dire mais en fait nous on n'a pas de revenus. On n'a pas de revenus fiscal. Et l'administration fiscale, elle a du mal à suivre les revenus de ces individus très riches. Pourquoi? Parce que ces revenus, ils sont planqués dans des trusts, dans des holdings. Et ensuite, les individus eux-mêmes n'ont pas besoin de se verser des milliards, parce qu'en fait, pour soutenir le mode de vie d'un milliardaire, bon, au bout de 50 millions, 100 millions par an de dépenses, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous mettez tout ça dans votre trust. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas de flux qui va du trust à l'individu, c'est difficile pour l'administration fiscale de fiscaliser ça. Et c'est pour ça que la proposition dit, en fait, les revenus, on voit bien qu'il y a un flou qui est organisé avec des conseillers fiscaux, etc. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de planquer votre patrimoine. Parce qu'on sait la fortune, on connaît la fortune de Bernard Arnault, on connaît la fortune des centimillionnaires et des milliardaires français. Essentiellement, c'est des parts de grandes entreprises dont la valeur est connue. Donc c'est beaucoup plus facile pour l'administration fiscale de dire voici la facture, voici combien vous nous devez, c'est 2% du total. Si vous avez déjà payé une partie de ces 2% en notre impôt, ça sera 2% moins ce que vous avez déjà payé. Donc ça, c'est déjà une réponse au problème de l'ISF qui était miné par ce genre de dispositif et au problème de l'injustice fiscale telle qu'on le décrivait tout à l'heure. Donc on a déjà une réponse au problème que vous évoquiez à travers cette mesure des 2% exprimés en fonction de la fortune et non pas du revenu. On voit qu'on a les arguments sont là. Maintenant, comment on fait pour mobiliser? Camille Etienne, avec le backlash là, sur l'écologie, c'est de plus en plus difficile de propager le message d'une écologie qui ne soit pas une écologie qui aille à l'encontre de l'emploi. Comment vous arrivez à mobiliser les troupes? Alors encore une fois, c'est bon, ça marche, ouais. De quel emploi on parle? C'est-à-dire que si on est sur un emploi qui nous garantit un cancer à 35 ans, est-ce que réellement on a envie de se battre pour cet emploi-là? Je pense qu'on peut peut-être augmenter un peu nos standards et se dire qu'on a besoin d'un emploi qui soit digne, d'un emploi qui ne nous tue pas à petit feu et que c'est le strict minimum qu'on se doit d'exiger. Donc c'est pourquoi je pense vraiment que les conditionnalités écologiques avec nos emplois, qu'on ne travaille pas à creuser notre propre tombe finalement, qu'on ne soit pas en train de se battre pour qu'on ait le droit, avec notre petite pioche, de creuser notre propre tombe et que ce soit la seule chose qu'on revendique. Ensuite, sur la taxe Zuckman, nous on l'a liée en fait au moment des PFAS. On vivait un backlash écologique total, un désintérêt global massif en tout cas des médias traditionnels pour parler d'un sujet de santé publique alors que vraiment je viens de passer 1 an avec les plus grands toxicologues, les plus grands chimistes dans leur petit labo, qui étaient en train de me dire mais en fait on ne sait plus en quel angle dire, on est face à un plus grand scandale de santé publique de notre génération et on crie dans le vent. Bon, on ne sait pas trop vraiment quoi faire. Et c'était au même moment qu'avait lieu le vote, le même jour, le vote sur les polluants éternels et sur la taxe Zuckman. Donc on s'est dit, avec Gabriel Zuckman, est-ce qu'on n'essaierait pas de lier ça avec son équipe? Je crois qu'il y en a qui sont dans la salle en plus, j'ai vu son téléphone. Eh bien, est-ce qu'on n'essaierait pas, foutu pour foutu, de parler des deux choses ensemble? Est-ce qu'on ne va pas retrouver les publics? Et ce qui est assez dément, c'est qu'on s'est rendu compte de cette convergence-là, que les gens étaient capables de dire et de se soulever pour dire on veut se battre pour des emplois dignes, pour ne pas céder à ce chantage à l'emploi en disant très bien, si vous voulez arrêter les polluants éternels, on va délocaliser, en se disant non, on refuse ce chantage-là. Et à faire passer la taxe Zuckman, c'était une très belle soirée qu'on a bien fêtée ensuite, où les deux lois sont passées à l'Assemblée nationale, et on a essayé de continuer au Sénat. Moi, j'ai été assez fascinée de voir comment on a réussi en quelques semaines à intéresser, donc ça va vraiment à l'encontre de l'idée de dire que tout le monde s'en fout, que c'est des sujets loin de tout le monde, que ça ne préoccupe personne. On a littéralement des dizaines de milliers de personnes qui ont partout à travers le territoire, qui ont appelé des maires, qui ont appelé leurs maires, comme ça, qui sont allés déposer des lettres qu'on avait écrites devant les mairies en week-end pour dire, puisqu'on ne peut jamais atteindre les sénateurs, puisque vous êtes très loin de nous, puisque le Sénat ne représente pas vraiment les gens, vous êtes élus par qui? Par vos maires. Les grands électeurs, c'est principalement des maires. Et donc, eh bien, on va avoir besoin de vous, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de vous, les maires, pour dire on ne vous élira pas
si vous êtes sénateur, on ne vous donnera pas notre voix si vous ne soutenez pas la taxe Zuckman. Parce que ça suffit à un moment donné, en fait. Ça suffit qu'on vive dans un monde où on est dans un paradis fiscal pour riches. Et on a eu un soulèvement tel que c'est pas encore passé au Sénat, mais c'était déjà inespéré qu'on ait à ce point-là de vote en notre faveur, qu'on ait des ministres de l'Industrie qui soient énervés par ce type d'action. On les a énervés à un point stratosphérique. Pour vous dire juste une anecdote, j'étais au Sénat à ce moment-là, quand le vote avait lieu. Quand on a les Républicains qui ont fait leur discours, on a cru au début que c'était un prank, parce qu'ils avaient tellement peur qu'en fait, ils ont fait tout un déroulé en disant à quel point, oui, en effet, alors c'est intéressant, on se dit juste que peut-être éventuellement, telle mesure, on pourrait la faire différemment. C'est-à-dire qu'on avait déjà tellement gagné la bataille culturelle qu'ils étaient dans la défensive. Il y a une tribune qui est sortie avec 7 prix Nobel d'économie, et vraiment certains qui n'étaient pas très à gauche. Donc en fait, on est en train d'imposer dans le débat public une mesure qui est celle de la taxation des super riches. On est peut-être à un moment de l'histoire où enfin on sort d'une France qui a un paradis fiscal pour les ultra riches. Je rappelle une chose, c'est que un des arguments, tous les arguments sont démontables factuellement très simplement, 2 très rapides. Le premier, c'est qu'ils vont partir, Lucas a commencé à le faire. Et ce que je rajouterais, c'est juste que ça tombe bien, on y a pensé, il y a une mesure très claire pour éviter que juste ils partent et qu'ils ne payent pas l'addition, c'est que pendant 5 ans, ils devront contribuer à l'impôt. C'est-à-dire qu'ils peuvent partir vivre aux États-Unis si grand bien leur fasse, mais ils vont devoir continuer à payer pendant quelques années. Première chose. Deuxième chose, c'est que on imagine aussi qu'ils partent comme si tout était décidé que par leur compte bancaire. En réalité, ils sont quand même très contents de pouvoir bénéficier de l'école publique en France, de la santé en France, du talent des travailleurs et des travailleuses français. Donc en fait, c'est pas si simple et c'est pas si dit qu'ils ont envie de partir forcément très loin. Et la dernière chose, comment est-ce qu'on fait pour essayer d'imposer ça dans le débat public? Eh bien, c'est avec les sondages et c'est en rappelant que c'est une mesure qui est plébiscitée pour une raison simple, c'est que c'est aujourd'hui anticonstitutionnel de ne pas taxer les super riches. C'est-à-dire que c'est inscrit dans notre Constitution le principe d'égalité devant l'impôt. Aujourd'hui, on paye en moyenne moitié moins d'impôts quand on est milliardaire que son chauffeur de taxi ou que sa secrétaire ou son secrétaire. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire que c'est aujourd'hui anticonstitutionnel de ne pas taxer les milliardaires vraiment de manière égalitaire face au reste de la population. Donc, c'est finalement, encore une fois, extrêmement absurde, non pas de le faire, mais de ne pas le faire. C'est pourquoi moi, je suis assez confiante sur le fait que d'ici quelques mois, j'espère, on arrivera à imposer cette taxe Zuckman. La mobilisation, c'est un peu votre job, Sophie Binet, avec les syndicats. Donc l'intersyndicale appelle à manifester le 18. Est-ce que comment vous faites pour conserver un mouvement intersyndical déjà? On vous êtes attendu au tournant pour ça. Et comment vous faites aussi pour intégrer ce qui s'est passé mercredi dernier, le 10, avec les manifestations qui étaient plus ou moins organisées? En fait, la première stratégie du pouvoir pour démobiliser, c'est de nous faire croire que la mobilisation ne sert à rien. Moi, j'ai une excellente nouvelle, mes camarades, c'est que le Premier ministre vient d'annoncer qu'il renonçait à la suppression des 2 jours fériés. On a déjà gagné ça, mais évidemment, il annonce ça avec une arrière-pensée, c'est-à-dire qu'encore une fois, on nous prend pour des abrutis. Et donc, il pense qu'en annonçant cela, on n'ira pas manifester et faire grève le 18. Mais évidemment que ça va nous motiver encore plus pour manifester et faire grève le 18, pour gagner l'enterrement de l'ensemble du musée des horreurs, et surtout leur dire qu'il faut continuer à faire. Ils nous ont rendu nos 2 jours de congé. Maintenant, on va aller chercher les 2 fois 365 jours qu'ils nous ont volés il y a 2 ans en nous volant 2 ans de vie. On est en position de force. Ça fait 8 ans que nous n'avons jamais été autant en position de force. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Le 18 septembre, tout le monde doit être là.
Et c'est une CPE qui vous le dit, donc si vous avez des mauvais souvenirs voilà, bref, tout le monde est convoqué le 18 septembre. Donc pour revenir sur la discussion sur l'unité syndicale, l'unité syndicale, c'est hyper important. C'est identitaire pour la CGT, c'est même écrit dans nos statuts. Pourquoi? Parce que comme la CGT, on pratique un syndicalisme de classe, pour pratiquer un syndicalisme de classe, il faut la rassembler. Pour rassembler notre classe, il faut rassembler les organisations syndicales. On a l'habitude de dire à la CGT que quand les syndicalistes ne se serrent plus la main, c'est le patron qui se frotte les siennes. Et on le voit, vous le voyez dans vos boîtes. Qu'est-ce qui se passe quand c'est la division syndicale? Eh bien, c'est le moment où les syndicats n'ont plus qu'à modifier quelques virgules sur la feuille de route patronale parce que les organisations syndicales sont divisées et ne peuvent plus imposer une alternative. L'unité syndicale, c'est identitaire pour nous et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois, systématiquement, toutes les dynamiques unitaires, c'est la CGT qui les impulse, qui les porte. Et donc là, l'unité, elle est solide pour le 18, ça, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Mais le but, on sait très bien que notre objectif, c'est de monter un rapport de force de haut niveau pour mettre ce budget sous surveillance. Et donc, il y a un rendez-vous le 18, très important, c'est une date pas comme les autres, mais évidemment, le 18 au soir, ça ne sera pas fini, on le sait ici. Il faudra continuer le 18 au soir et tous les jours après, parce que nous savons qu'il faut regarder le calendrier lucidement. Le budget, c'est jusqu'en novembre-décembre. Il faut tenir jusqu'en novembre-décembre et avoir une stratégie de moyen terme. Donc, cette unité syndicale, comment on fait pour la renforcer, la conforter ? Il faut développer des intersyndicales à tous les niveaux. Dans les territoires, ça se fait, il y a des appels partout unitaires, dans toutes les professions. Et donc la CGT a enclenché des intersyndicales dans toutes les professions. Par exemple, les camarades du commerce, il y a un appel pour les 80 branches qui dépendent du secteur des commerces et services signé par tous les syndicats pour le 18. Et puis là maintenant, ce qu'il faut aller gagner, c'est des intersyndicales dans toutes les entreprises, sur tous les lieux de travail. Et dans ces appels, évidemment, on ne va pas laisser le patronat tranquille quand même. Donc on a nos revendications nationales pour le corps nu, et puis les suivants, s'il y en a d'autres, hein, évidemment, on s'adaptera, il n'y a pas de souci. Mais il faut des revendications face au patron pour aller gagner des augmentations de salaire, parce que c'est comme ça qu'on gagnera la grève et qu'on gagnera l'ancrage de la mobilisation. Et puis, dans la stratégie pour gagner, on a vu ce qu'ils ont essayé de faire sur le 10. C'était tellement grossier qu'évidemment, on n'est pas tombé dans le panneau. C'était la mise en opposition entre mobilisation citoyenne et mobilisation syndicale. C'est pour ça que la CGT a décidé de contribuer à la réussite du 10 à partir de nos responsabilités, de ce qu'on sait faire, à savoir la grève dans l'entreprise. Et donc, il faut faire confluer les choses, conjuguer. Il faut que toutes celles et ceux qui se sont mobilisés le 10, évidemment, viennent le 18, et puis fassent venir tous leurs amis, tous leurs proches, tous leurs collègues le 18 pour qu'on élargisse. On l'a connu plein de fois, c'est très régulier que ça arrive, ça, dans l'histoire du mouvement social, le fait qu'il y ait une mobilisation citoyenne et aussi une mobilisation plus sociale syndicale. Par exemple, mai 68, ce n'est pas les organisations syndicales qui l'ont lancé, hein, mais tout de suite, la CGT, les organisations syndicales, la CFDT, il y avait une unité syndicale en mai 68, c'est important de le dire. On a compris qu'il fallait être au rendez-vous, offrir des débouchés, dénoncer la répression policière et monter la grève dans toutes les entreprises, et c'est ce qu'on a fait en 68. Pour celles et ceux qui doutent s'il y avait encore besoin d'arguments pour l'unité syndicale, dans l'histoire des luttes, toutes les luttes importantes en France, c'était des luttes unitaires. En 1936, c'était la CGT, la CGTU. En 1968, c'était la CGT, la CFDT. En 1995, c'était la CGT et FO. En 2003, c'était l'ensemble des organisations syndicales. Quasiment jusqu'au bout, il y a eu un petit problème à la fin. En 2010, là on est unitaire, donc c'est pas le moment d'en débattre. En 2010, il y avait l'ensemble des organisations syndicales, etc., etc. Et puis je voulais dire une dernière chose par rapport à tout ce que Camille a dit depuis le début de cet échange. Donc c'est vraiment important qu'on puisse fêter ici ensemble la première venue de Camille à la fête de l'UMA. Et donc maintenant on compte sur toi Camille tous les ans. Toi aussi tu es convoquée. Et pourquoi c'est très important? Parce que la question environnementale, il faut qu'on arrête d'en faire une question secondaire qu'on traite quand on a traité le reste. Ou voilà, tiens, quand on a fini sur les questions sociales, tiens, peut-être qu'on penserait un peu aux questions environnementales. Pourquoi?
D'abord parce qu'on ne peut pas comprendre l'exacerbation des rapports de classe, le fait que c'est de plus en plus dur avec le patronat aujourd'hui sans intégrer la question environnementale. Pourquoi c'est plus dur avec le patronat aujourd'hui? Parce qu'on a basculé dans le monde fini, parce qu'on est maintenant dans le monde de la raréfaction des ressources. Et donc, partager la part d'un gâteau qui grossit tout le temps, c'est plus facile que partager la part d'un gâteau qui grossit beaucoup moins ou ne grossit plus. Et donc, les rapports de classe vont se tendre de façon très importante à partir de la question environnementale. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que les luttes environnementales sont maintenant parmi les plus réprimées, avec le plus de violence. À Tefal, je suis très fière que la CGT ait eu la force de dénoncer les PFAS et d'expliquer qu'il ne fallait pas céder au chantage à l'emploi, mais qu'il fallait transformer le modèle productif de l'entreprise pour défendre l'emploi à moyen long terme. Eh bien, j'étais à Tefal la semaine dernière, mes camarades, pour soutenir la CGT de Tefal qui fait face à une répression patronale violente, puisque notre camarade Ouria, qui est coordinatrice de la CGT Tefal, a été sanctionnée par la direction. J'étais donc à Tefal. Et bon, la répression syndicale, il y en a dans plein d'autres endroits, malheureusement. C'est pas que à Tefal. Mais là, donc, on a fait le point presse devant Tefal pour dénoncer cette répression syndicale. Et il s'est passé quelque chose que je n'avais jamais vu. C'est-à-dire que la directrice de cabinet du PDG de Tefal est venue dans le point presse de la CGT, donc, auquel elle n'était pas invitée, s'est permis de l'interrompre, de m'interrompre et de prendre la parole devant la caméra pour dire que je mentais. Mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que, en fait, la direction de Tefal n'a pas compris le sens de l'indépendance syndicale. Elle n'a pas compris que ce n'était pas à elle d'écrire les positions de la CGT, les positions du syndicat. Et donc, elle a pensé qu'elle pouvait faire ça tranquillement devant les caméras, tous les directs. Ça montre le niveau de répression syndicale quand on met en cause non pas seulement les conséquences sociales du capitalisme, mais quand, comme la CGT, on va interroger les modes de production et la finalité même de la production, parce qu'on ne se limite pas à réparer les catastrophes du capitalisme. Nous, on intervient en amont, et c'est ça qui permet de répondre aujourd'hui aux défis environnementaux. Et la dernière chose que je voulais dire, je sais que je suis très longue, c'est que cette question environnementale, il faut aussi qu'on l'intègre en se disant qu'il ne peut plus y avoir de progrès social sans répondre à la question environnementale. On ne peut pas faire comme si, par exemple, on veut gagner évidemment des augmentations de salaire, la retraite à 60 ans, etc. Il faut qu'on intègre ces revendications-là dans la question environnementale. Pourquoi? Parce que Camille l'a expliqué de façon parfaite, mais c'est une bombe à retardement et qui est présente. Et aujourd'hui, les premières victimes de cette catastrophe environnementale, c'est nous, on le voit tous les jours. Donc on ne peut plus être dans la fuite en avant et faire l'autruche, on est obligé d'y répondre. Et la bonne nouvelle, c'est que y répondre, c'est le meilleur moyen de contester le système capitaliste, parce que aujourd'hui, ce qui crée la problématique environnementale, c'est pas l'anthropocène, c'est le capitalocène et ce système capitaliste qui exploite au même niveau l'homme et la nature. Petite dernière thématique. Je ne voudrais pas vous quitter sans vous poser la question du 18 septembre. C'est un rendez-vous contre l'austérité. Est-ce que ce n'est pas un rendez-vous aussi contre le renoncement et finalement derrière le renoncement, le vote pour le Rassemblement national? Je vous laisse finir votre texto. Bah oui. Merde, c'était hyper impoli. Oui, en fait, il faut avoir en tête dans notre stratégie que tapis dans l'ombre, il y a toujours l'extrême droite. Pourquoi est-ce que Macron, le patronat, se permettent de refuser tous les compromis et de pousser jusqu'au bout, jusqu'à aller à une crise de régime? Parce que là, Macron, il est prêt à aller à une crise de régime. C'est ça le signal qu'il envoie avec le corps nu. C'est parce que l'extrême droite est à 30-40% dans les sondages. Et parce qu'il pense que s'ils dissolvent l'Assemblée nationale, s'il y a peut-être des élections présidentielles, etc., c'est l'extrême droite qui passera. C'est pour ça que dans nos mobilisations, notre sujet, ça n'est jamais le casting, la question institutionnelle. Ça, c'est le piège. Parce que le patronat, s'ils sentent que Macron, c'est fini, le patronat va se trouver une alternative. Ils l'ont fait
En 2012, ils ont senti que Sarkozy passerait pas au deuxième tour. Ils se sont reportés sur Hollande et ils lui ont imposé Macron dans son cabinet avec le résultat qu'on connaît. Là, le patronat est en train de s'organiser. Il est en train de s'organiser parce qu'il sent que Macron, ça commence à être dur à cause des politiques que le patronat exige de Macron. Et donc, ils sont en train de basculer sur Bardella. Donc, nous, il faut aussi que non seulement on mène la lutte sociale, mais toujours qu'on n'oublie jamais de se battre contre l'extrême droite pour faire reculer ses idées. Le meilleur moyen, déjà, en soi, le meilleur moyen de faire reculer l'extrême droite, c'est de multiplier nos luttes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2023, pendant les 6 mois de la mobilisation contre la réforme des retraites, l'extrême droite était invisible. On n'entendait plus parler d'insécurité, d'immigration, on n'entendait que les questions sociales. Donc ce qu'il faut déjà se dire, c'est là, le 18, on prend la main et on la garde. C'est-à-dire, on ne rentre plus. On continue, quelle que soit la situation institutionnelle. Si le gouvernement se maintient, s'il y a un changement de gouvernement, s'il y a des élections, etc., quoi qu'il se passe, il faut une mobilisation sociale de haut niveau pour maintenir la question sociale sur le devant de la scène. C'est comme ça qu'on gagne. Et on peut faire mentir tous les sondages. On l'a fait il y a un an. Mais donc, ce qu'on a fait il y a un an, ça doit nous donner confiance parce que c'est un truc de fou ce qu'on a réussi. Personne n'aurait pensé qu'on arrive à faire ça. On a réussi à faire un truc incroyable. Mais il faut se dire que c'est pas arrivé tout seul par magie, c'est arrivé parce qu'on a pris les choses en main, on a imposé l'unité, on a imposé les questions sociales, et donc il faut être prêt à refaire ça si c'était nécessaire. Allez, on arrive aux conclusions. Je vais vous demander à chacun et chacune d'entre vous de nous faire s'il n'y avait qu'un seul argument à retenir pour aller se mobiliser le 18, quel serait-il? Lucas Chancel, à vous. Deux arguments, si vous me permettez, rapidement. Le premier, c'est l'injustice fiscale. Il faut se mobiliser contre l'injustice fiscale. Et la justice fiscale est à portée de main. Ça, c'est vraiment le premier argument. Et le deuxième, c'est ce que disait Sophie à l'instant. Il n'y a pas d'opposition entre questions sociales et questions environnementales. Ce sont les deux côtés de la même pièce, ou les deux faces de la même pièce. Et si on regarde en fait au XXe siècle, les projets de réduction des inégalités sociales, que ce soit avec le programme du Conseil national de la résistance, les travaillistes britanniques, le New Deal rooseveltien, si on regarde dans d'autres pays aussi, tous ces projets de redistribution ont inclus un projet de socialisation des ressources et de socialisation de l'énergie, c'est-à-dire une reprise de contrôle public des secteurs énergétiques. Et aujourd'hui, on peut faire ça dans le cadre de la transition écologique. Donc là aussi, il y a une convergence. Il n'y a pas d'opposition entre écologie et social. Ça peut faire partie du même mouvement. C'est mon deuxième argument. Entendu. Mickaël Zemmour, même exercice. Alors pourquoi mardi, on va se retrouver avec les collègues pour préparer le 18 dans ma fac? Tout simplement parce qu'il y a évidemment d'autres choix possibles que ceux qui ont été proposés, qui sont à la fois des projets qui ne règlent rien en termes économiques, ça ne prépare pas l'avenir, et en même temps, c'est des projets qui ne passent pas dans l'opinion. Donc il y a d'autres choix possibles, et il faut ouvrir les discussions. Il y a une alternative, on a une stratégie qui est à bout de souffle, il y a d'autres stratégies possibles, une stratégie qui prenne en charge la crise écologique, qui prenne en charge, moi c'est vraiment un sujet qui me... l'écroulement de l'école, et Sophie connaît bien le sujet, et on n'a pas les moyens d'ignorer la situation économique de la France, mais on n'a pas les moyens non plus de ne pas régler dès maintenant, de ne pas commencer dès maintenant à régler la question de la transition et la question d'une école qui s'écroule. Camille Etienne, avant de partir pour la COP 30, il y a le 18. Quel est votre argument? Il est très simple. Je vous invite vraiment tous et toutes à être là pour rappeler encore une fois une chose clair à ceux qui nous gouvernent, c'est qu'il n'y aura pas de stabilité dans ce pays tant qu'il n'y aura pas de justice, et que l'écologie n'est pas et n'a jamais été contre les emplois, elle est plutôt sa condition sine qua non pour que nos emplois soient dignes, pour que nos emplois soient stables et pour que les emplois des générations à venir existent.
Je rappellerai juste qu'on ne les laissera pas nous envoyer au front d'une guerre qu'on n'a pas nous-mêmes déclarée. Aujourd'hui, les 10% les plus riches de la population sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre de ce pays et pourtant, ils sont protégés de leurs effets dans des tours de verre. Et le 18, j'espère qu'on sera nombreux et nombreuses pour rappeler que ce cirque-là est fini, qu'on n'est plus dupe, qu'il ne s'agit pas des écologistes contre les travailleurs de Tefal, qu'il ne s'agit pas des écologistes contre les travailleurs même de Total. Au contraire, j'étais sur leur piquet de grève le 10, je serai à nouveau sur leur piquet de grève le 18. On est ensemble et je vous invite vraiment, vraiment à être là pour rappeler qu'on ne laissera aucune stabilité dans ce pays tant qu'il n'y aura pas de justice. Rendez-vous est pris. Sophie Binet. Alors, un argument, ça va être compliqué avant d'aller fêter les 130 ans de la CGT. C'est ça. D'abord, moi, ce que je veux dire, c'est que les luttes perdantes, ça n'existe pas. On gagne pas toujours sur nos revendications ou sur l'ensemble de nos revendications, mais on gagne toujours sur l'essentiel, sur la dignité. Se mobiliser le 18, c'est relever la tête alors qu'on nous force à baisser les bras chaque jour. Et donc, le point très important, Mickaël a dit un truc très important, il est universitaire, il passe dans les médias très très souvent, etc. Mais il a dit quelque chose de très important que j'aimerais entendre plus souvent dans la bouche des universitaires, c'est « moi, je vais aller travailler avec mes collègues pour les faire venir le 18 ». Parce que, en fait, pour gagner un grand 18, il faut arrêter de penser en délégataire. Il faut arrêter les cheminots, les dockers, les raffineurs, raffineuses qui sont ici, en ont ras-le-bol qu'à chaque fois on compte sur eux ou sur elles pour bloquer le pays. Trop souvent, la grève générale, ceux qui en parlent le plus, c'est ceux qui la font pas du tout. Donc, ce qu'il faut pour gagner la grève, la généralisation de la grève, c'est la faire chacune et chacun et la gagner avec nos collègues. C'est ce débat qu'il faut porter pour préparer le 18 et les jours d'après. Et comme on le sait, le 18 au soir, on aura déjà gagné beaucoup, mais on n'aura pas tout gagné. Ce qu'il faut, c'est s'organiser pour lutter dans la durée. Et pour lutter dans la durée, il faut se syndiquer. Il faut syndiquer toutes celles et ceux qui ne le sont pas encore. C'est comme ça qu'on prendra la main dans la durée face au patron et qu'on reprend la main sur les lieux de travail. Alors allons-y et puis allons faire la fête pour fêter les 130 ans de la CGT ensemble et puis préparer les 130 prochaines années. Merci à nos invités. Lucas Chancel, je rappelle que, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, qu'il sort un nouveau livre qui s'appelle Énergie et inégalité, une histoire politique au Seuil le 3 octobre. Donc tous à vos librairies. Merci beaucoup à Mickaël Zemmour, merci beaucoup à Camille Etienne. Bon voyage après vers le Brésil et merci à vous Sophie Binet pour l'invitation. Merci à vous d'être aussi nombreux et au concert de la CGT et demain on refait des débats. Revenez très nombreux. Merci beaucoup.